Aujourd'hui, on va vous parler des théories du complot les plus intéressantes de l'histoire de la NBA, et vous allez voir, il y en a un paquet. D'ailleurs, il y en avait tellement qu'on n'a pas pu tout mettre dans cette vidéo. Vous allez le voir, on y a mis nos préférés, mais ça reste hyper subjectif, et il y en a plein d'autres que l'on aurait pu aborder. Voilà pourquoi, si le sujet vous plaît, et que vous êtes chaud pour un tome 2, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Nous, on est chaud. Et déjà, vous l'imaginez, bien souvent, la draft est le théâtre de la plupart des rumeurs de ce genre. En même temps, un concept qui se base sur la loterie et le hasard, dans une ligue comme la NBA qui, au contraire, a tendance à vouloir tout contrôler, on peut comprendre que certains n'y croient pas. Pire encore, pour d'autres, la draft serait le moyen le plus simple pour la NBA d'avoir la mainmise totale sur son produit. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un gros joueur, de toute façon, il y a eu théorie du complot. Soit la ligue voulait renforcer un gros marché bien bankable, soit il voulait en dynamiser un autre qui l'était beaucoup moins, pour éviter qu'il tombe dans les bas-fonds. Pour ce genre de situation, les exemples sont nombreux, et ils ne datent pas d'hier. Que ce soit pour Bill Bradley aux Knicks en 1965, Magic Johnson aux Lakers en 1979, Pat Ewing aux Knicks encore en 1985, Tim Duncan aux Spurs en 1997, Derrick Rose aux Bulls en 2008 ou plus récemment Lonzo Ball aux Lakers en 2017 et Zion Williamson aux Pelicans en 2019, à chaque fois, et notamment sur Reddit qui est une mine d'or pour ce genre de recherche, des complotistes se sont enflammés avec des théories aussi diverses que loufoques, mais qui parfois valaient le détour. Alors pour illustrer ce que l'on a trouvé à propos de la draft, on vous a choisi deux histoires pour débuter, à commencer par la plus connue de toutes, la théorie de l'enveloppe gelée. Nous sommes en 1985 et la NBA organise la première loterie de son histoire, afin de déterminer l'ordre des choix de la draft. Cette décision historique a non pas abouti à l'une des théories du complot les plus folles de l'histoire du basket, mais carrément à l'une des plus folles de l'histoire du monde du sport. Au cœur de cette intrigue se trouve le jeune Patrick Ewing, pivot et star universitaire, issu de la fac de Georgetown. À cette époque, Ewing était LE talent que toutes les équipes rêvaient d'obtenir, et les New York Knicks, qui traversaient alors une longue crise de moins bien depuis les titres des années 70, avaient désespérément besoin d'un gros nom comme celui-ci, pour redorer leur blason. Alors comment, dans une loterie censée être équitable, les Knicks ont-ils, comme par hasard, décroché le gros lot? C'est là que la théorie de l'enveloppe froide entre en jeu. Selon cette théorie, la NBA, sous la direction de David Stern, aurait truqué l'intégralité du process pour que les Knicks obtiennent le premier choix, et voici, selon certains, comment ça aurait pu se passer. À cette époque, pas de boule pour la loterie comme aujourd'hui, mais des enveloppes. Ces enveloppes, contenant les noms des équipes susceptibles de décrocher le premier tour, étaient placées dans une énorme boule en plastique transparent et bien mélangée, avant que Stern ne sélectionne la gagnante. Mais, afin qu'il choisisse la bonne, l'enveloppe des Knicks aurait été placée au frigo juste avant l'événement, la rendant ainsi plus facile à repérer au toucher pour Stern parmi les autres. Pas convaincu, peu importe, une autre variante raconte que cette enveloppe aurait été cornée délibérément pour que le commiche puisse également la distinguer visuellement, ou au moins il pourrait la distinguer au toucher, et c'est vrai que sur les images, le coin semble abîmé. Mais ce n'est pas tout, Jack Wagner, qui travaillait pour le cabinet comptable Ernst & Whinney, et qui avait été invité en tant que partenaire, aurait lui aussi été complice. Il est en effet celui qui a inséré les enveloppes dans la boule, il aurait à ce moment-là subtilement cogné l'enveloppe des Knicks contre le bord, histoire qu'elle soit marquée. Et quel rapport avec le cabinet Ernst & Whinney, vous allez dire? Eh bien parce qu'ils étaient aussi les comptables de Gulf & Western Industries, les propriétaires majoritaires des Knicks à l'époque. Avec ces manigances supposées, Stern se serait en tout cas assuré que la star en devenir Pat Ewing se retrouve dans le plus gros marché médiatique de toute la NBA. Et comme par magie, lorsque le moment est venu, Stern a pioché l'enveloppe new-yorkaise sous les regards incrédules de millions de fans. Résultat, Patrick Ewing devient un Knick et la franchise new-yorkaise, mais aussi toute la NBA, entre alors dans une nouvelle ère de prospérité. Coïncidence? À vous de juger. David Stern a en tout cas toujours nié énergiquement, et quand en 2012, près de 30 ans après, on lui posait la question, l'ancien comiche se contrariait. Il n'a jamais voulu reparler de ça, et le mystère est donc probablement parti avec lui dans sa tombe. Mais allez, la suite, et pour ceux qui imaginent que ce genre de théorie n'appartient qu'au passé, écoutez plutôt ça. Nous sommes le 17 mai 2016, et le monde du basket attend comme d'habitude en cette période les résultats de la loterie de la draft NBA. Tous les regards sont braqués sur les Philadelphia 76ers, qui espèrent décrocher le premier choix, qui permettrait alors de ressusciter une franchise en pleine reconstruction. Les Sixers ont une chance de 25% de tirer le gros lot, ce qui est déjà énorme, mais avant que la tension ne monte et que les enveloppes permettant de dévoiler le résultat ne soient ouvertes en direct à la télé, une chose totalement inattendue se produit. Sur Twitter, Dikembe Mutombo, légende du basket et ancien joueur des Sixers, félicite l'équipe pour avoir décroché le premier choix, 4 heures avant l'annonce officielle. Oui, il avait le résultat 4 heures avant. Comment est-ce possible? Bon, aussitôt après avoir tweeté, Mutombo se rend compte de sa bourde, efface le message, mais trop tard, le mal est fait. Internet n'oublie jamais, et la capture d'écran tourne en boucle sur tous les réseaux, alimentant alors logiquement une nouvelle vague de théories du complot concernant la loterie NBA. Dick a ensuite sorti les rames, tentant d'expliquer qu'il avait reçu plutôt un mail des Sixers avec des exemples de tweets à poster si l'équipe remportait le premier choix. Dans l'excitation du moment, il aurait copié-collé le message directement sur Twitter, pensant bien faire. Même si très vite ensuite il s'était aperçu de sa boulette, il n'y avait plus de retour en arrière possible, la machine à rumeurs était lancée. Pour beaucoup à ce moment-là, ce faux pas de Mutombo est la preuve ultime que la loterie est truquée. Comment
Comment aurait-il pu savoir à l'avance que les Sixers allaient gagner? Et si la NBA avait décidé de s'assurer que Philly, ville passionnée de basket, obtienne le choix pour relancer son équipe et son marché? D'autres se contentent de rire de l'incident, utilisant des gifs de Mutombo, riant aux éclats ou secouant le doigt, en faisant no no no, son célèbre finger wag. Le commiche de la NBA, Adam Silver, n'a pas le choix, il doit prendre la parole. Il minimise alors l'incident, confirmant que les Sixers ayant les meilleures chances de gagner avaient simplement préparé Mutombo et d'autres anciens joueurs à célébrer de la bonne façon, en cas de tirage au sort favorable. Cela dit, pour les amateurs de théorie du complot, et encore plus après la théorie de l'enveloppe gelée de 1985, c'était trop beau pour être vrai. Pour eux, la NBA n'est qu'un grand spectacle scénarisé, et cet incident ajoutait forcément de l'eau à leur moulin. La vérité, peut-être qu'elle se trouve quelque part entre une bourde innocente et une manipulation bien orchestrée, mais une chose est sûre, Mutombo, par une bourde totalement involontaire, a largement ravivé le débat sur l'intégrité de la loterie NBA. Pourtant, aujourd'hui, les journalistes assistent au tirage au sort des boules, et normalement, aucune remise en question n'est possible, vu que tout le process se fait sous témoin. Comme quoi, un simple tweet peut parfois avoir de lourdes conséquences. Mais un clic aussi, ça peut avoir des conséquences importantes. Voilà pourquoi, si tu aimes notre travail, il faut absolument penser à t'abonner. Ça nous donne une force énorme pour continuer de publier des vidéos, et vu qu'on n'a pas de transition aussi bien que la précédente, on continue sans en faire cette fois-ci. Alors arrêtons un petit peu avec la draft, et parlons d'un transfert qui lui aussi a largement entretenu la flamme des conspirateurs. Ouais, rappelez-vous, le 8 décembre 2011, un séisme secoue la planète NBA. Le transfert qui devait envoyer Chris Paul, alors star des New Orleans Hornets aux Los Angeles Lakers, est brutalement annulé par la ligue. Oui, vous avez bien entendu, un échange qui aurait envoyé une superstar dans le gros marché de Los Angeles fut rejeté par la NBA elle-même. Incompréhensible, non? Alors pour comprendre l'ampleur de ce moment, il faut que l'on plonge un peu dans les dessous de cette affaire surprenante où l'arbitre principal n'était autre que David Stern, le commissionnaire de la ligue. Replaçons les faits. Chris Paul, l'un des meilleurs meneurs de jeu de sa génération, est mécontent à la Nouvelle-Orléans dans son équipe en manque de résultats et demande à être échangé. Un deal tripartite se profile, réunissant les Lakers, les Hornets et les Rockets. Les Lakers se voient offrir un backcourt de rêve avec Kobe Bryant et CP3, tandis que les Rockets obtiennent Pau Gasol et les Hornets reçoivent un pack de joueurs solides comme Lamar Odom, Kevin Martin, Luis Scola et Goran Dragic. Une transaction apparemment gagnant-gagnant pour tout le monde. L'affaire semblait dans le sac. Pourtant, David Stern à ce moment-là met son veto, invoquant de mystérieuses raisons basket. Mais pourquoi au juste? Eh bien rappelez-vous, la NBA était alors propriétaire par intérim des Hornets, le temps qu'elle trouve un acheteur pour reprendre une franchise qui, elle, était en grande difficulté. L'idée que l'échange de Paul pourrait rendre l'équipe moins attrayante pour les acheteurs potentiels commence alors logiquement à circuler. Parallèlement, un mélange de bons joueurs comme Odom, Martin et Scola aurait permis aux Hornets de rester compétitifs, mais probablement pas suffisamment bons pour être champions, ou au moins envisager de jouer quelque chose. De plus, suite à un tel deal, leur masse salariale serait restée élevée, un frein potentiel pour tout acquéreur souhaitant reconstruire l'équipe à sa façon. Stu Jackson, ancien vice-président des opérations basket de la NBA, révélera plus tard que Stern était très préoccupé par le fait que les Hornets puissent s'embourber dans le piège de la médiocrité. Avec Monty Williams à la barre, il y avait une forte probabilité que l'équipe se retrouve dans une situation pourrie, dans le ventre mou. Une situation dans laquelle il serait assez bon pour espérer faire les playoffs, mais pas assez pour espérer faire plus, mais pas non plus assez mauvais pour envisager d'obtenir de bons tours de draft. Un scénario peu attrayant pour un potentiel nouveau propriétaire. Stern, en homme d'affaires avisé, a donc jugé que le trade ne servait pas les intérêts à long terme des Hornets. Il a donc mis son veto, et pour les fans des Lakers, ce fut une véritable trahison. Cette décision est alors perçue comme une manœuvre pour empêcher l'une des franchises les plus emblématiques de l'histoire de la ligue de reconstituer un dynamique duo après la séparation de Shaq et Kobe. Et pour en rajouter une couche, 4 jours après ce veto, Chris Paul est finalement envoyé aux Clippers, l'autre équipe de Los Angeles, dans un deal qui lui passe comme une lettre à la poste. Les Clippers récupèrent CP3 donc, transforment instantanément leur équipe et lancent l'ère Lob City avec Chris Paul, mais aussi Blake Griffin et DeAndre Jordan. En retour, les Hornets obtiennent Eric Gordon, Chris Kaman, Al-Farouq Aminu et un first round des Timberwolves. C'est moins glamour, mais ça s'aligne plus, c'est vrai, vers un processus de reconstruction. Bref, vous l'avez compris, cet hiver-là, les théories du complot fusent de toutes parts. Certains croient que Stern voulait simplement éviter que les Lakers dominent encore plus la ligue et continuent à accrocher des bannières au Staples Center. D'autres avancent que la NBA, en tant que propriétaire des Hornets, avait un intérêt direct à les rendre plus attrayants, pour la vente, en diminuant la masse salariale. Et puis, il y a ceux qui pensent que ce coup de pouce aux Clippers faisait partie d'un plan plus large pour renforcer la rivalité entre les deux équipes de Los Angeles, dynamisant ainsi le marché entourant la NBA. En fin de compte, cette saga n'a fait qu'amplifier le mystère autour des opérations parfois douteuses effectuées par les dirigeants de la Grande Ligue, eux-mêmes. Stern, de plus, est resté évasif sur les raisons exactes de son veto, laissant ainsi les fans et les experts débattre jusqu'à épuisement. Une chose est sûre, ce jour-là, la NBA montrait que dans le monde des affaires, et donc du sport professionnel, tout peut arriver, et peut-être que rien n'est jamais vraiment ce qu'il semble être au premier abord. Mais bon, pour enchaîner maintenant, on le sait, dans le débat du GOAT, Michael Jordan possède un avantage incontestable par rapport à ses principaux rivaux, un trophée de meilleur défenseur de l'année. Cependant, selon une enquête récente de Tom Haberstroh de Yahoo Sports, la validité de ce trophée Depoy remporté en 1988 peut
amplement être remises en question. Ces révélations soulèvent des questions sur la façon dont les statistiques défensives de Jordan pourraient alors avoir été manipulées par les marqueurs des Bulls, notamment lors des matchs à domicile. Selon Alex Rucker, ancien statisticien NBA, il était courant à l'époque, quand les matchs n'étaient pas scrutés par la terre entière comme aujourd'hui, que les marqueurs favorisent certaines stars, et se permettent, ni vu ni connu, d'embellir leurs chiffres. Pour lui, ça faisait un petit peu partie des codes secrets à connaître quand tu évoluais dans ce business de divertissement que représente la NBA. Bah ouais, encore une fois, c'est une question de stratégie. Qu'est-ce qui fait vendre le plus de tickets? Un joueur qui tourne à des stats surhumaines ou un joueur qui tourne à des stats random? Vous avez vous-même la réponse. Pour cette raison, Rucker explique que oui, gonfler les stats d'une superstar quand il évoluait à domicile, c'était monnaie courante. Ça faisait partie du jeu, en fait. Ça faisait partie du folklore. Et ce qui soulève la polémique concernant MJ et son DPOY, c'est que dans les données révélées par Haberstroh, on remarque une différence réelle dans les chiffres défensifs que l'arrière produisait à la maison ou en déplacement. À domicile, Jordan enregistrait en moyenne 4 interceptions et 2,1 contre par match, contre seulement 2,1 interceptions et 1,2 contre lors des matchs à l'extérieur. C'est violent, hein, on passe presque du simple au double. On veut bien entendre que pour un joueur c'est plus facile de jouer devant les fans de l'équipe avec les bons repères et tout, mais stop, là, la différence est plus qu'énorme. Certains marqueurs des Bulls auraient donc potentiellement bien exagéré les stats défensifs du numéro 23, dans l'idée de lui ouvrir un max de portes pour remporter le DPOY. Évidemment, en tête de ligne, sur le banc des accusés, Bob Rosenberg, le scorekeeper des Bulls à l'époque. Bien qu'il n'ait jamais admis explicitement gonfler les chiffres de MJ, des incidents rapportés le concernant ont plusieurs fois révélé une partialité avérée envers les joueurs locaux. Mais pas plus ou pas moins que ça se faisait apparemment ailleurs, on le répète, le fait que les scorekeepers plus ou moins professionnels privilégiaient les joueurs à domicile n'était au final que peu surprenant. Par contre, toucher à l'image de Michael Jordan n'a jamais rien d'anodin. Il est une figure emblématique de la NBA, ses accomplissements sont innombrables et tout ce qu'il a mis en place a marqué le basket à jamais, c'est indiscutable. Ceci dit, on se dit que des fois, l'histoire, via des manipulations statistiques, a peut-être enjolivé ou exagéré certaines choses. Quoi qu'il en soit, le trophée de défenseur de l'année 1988 appartient à Michael Jordan, et ce pour l'éternité. La NBA, c'est sûr, ne perdra pas de temps à réviser les stats de l'époque, et les théories du complot continueront forcément d'être alimentées. Et nous, comment on va faire si on ne peut même plus s'appuyer sur les chiffres? Bon allez, place maintenant à Tim Donaghy. Il était impossible de parler de théorie du complot sans évoquer le nom de cet ancien arbitre / escroc. Au cœur d'un scandale de paris sur des matchs sur lesquels il officiait, on en avait parlé en vidéo, il a été ban def par la NBA en 2007 et a purgé une peine de 15 mois de prison. Costaud. Mais depuis sa libération en novembre 2009, il persiste à affirmer que tout un tas de matchs NBA sont manipulés par la ligue pour influencer les résultats. Pour Donaghy, les playoffs ce n'est que du fake. Pour lui, il s'agit juste d'une foire permettant de maximiser les revenus générés en prolongeant les séries attractives autant que possible. De plus, il a expliqué à maintes reprises que les arbitres recevaient certaines consignes en amont des matchs, du genre il faut siffler d'une telle façon avec un joueur, puis siffler différemment avec un autre. Cela permettait de protéger certaines stars, ou certaines équipes. Donaghy n'a pas peur de dire qu'avec l'expérience à l'avance, il arrivait toujours à prévoir le gagnant d'un match important, en fonction des consignes qu'allait donner la ligue aux arbitres. Il ajoute qu'il faut être aveugle pour ne pas se rendre compte qu'en playoff, une équipe bankable, à chaque fois qu'elle se retrouve en difficulté dans une série, elle bénéficie ensuite de calls favorables de la part des refs. Selon lui, David Stern à l'époque et Adam Silver aujourd'hui seraient les grands marionnettistes à la tête de cette vaste supercherie. Ok. Mais quel crédit peut-on vraiment donner à Tim Donaghy qui lui-même a été reconnu coupable de truquer les matchs dans lesquels il officiait? S'il est vrai que dans l'histoire, les scénarios de plusieurs séries épiques ont fait mieux que les meilleurs épisodes de Game of Thrones, c'est un fait, rien n'a été prouvé en ce sens jusqu'à aujourd'hui, et la NBA évidemment a toujours nié. Maintenant, même s'il a peut-être raison, qui sait, Tim Donaghy n'est pas l'interlocuteur le plus crédible pour donner son avis sur ce genre de sujet. Par contre, vous pouvez être persuadé que tant qu'on lui donnera la parole pour faire le buzz, ses opinions continueront largement d'être propagées. Mais allez, pour finir, autant vous donner des exemples de séries de playoffs qui sont sujettes à controverse. Pour aujourd'hui, on en a retenu deux, sur lesquels Donaghy s'est largement exprimé d'ailleurs, à commencer par celle qui a vu les Lakers et les Kings s'affronter en finale de conférence en 2002. Cette série a donné naissance à l'une des théories du complot les plus controversées de l'histoire de la NBA. Il est vrai que ce jour-là, l'incompétence des arbitres semblait telle qu'il était finalement légitime de se demander si les refs étaient réellement honnêtes. Ici, on ne va pas vous résumer les faits ou vous expliquer en quoi les arbitres se sont trompés. Toutes ces histoires, vous les connaissez par cœur, on les a abordées à plusieurs reprises sur cette chaîne. Mais quand l'on voit que ces erreurs d'arbitrage ont permis aux Lakers, à leur double champion en titre, d'éviter l'élimination pour ensuite se qualifier en finale via le match 7, ouais, logique, les théories fusent. Puis là, aujourd'hui, c'est pareil, hein, on peut faire un sondage parmi vous. Actuellement, là, levez la main. Qui est-ce qui kifferait vraiment voir les Lakers en finale NBA en 2025? Ok, maintenant, on fait la même chose, mais avec les Kings.
Baissez la main, on sait tous qui a gagné. Évidemment qu'en 2002, David Stern était conscient qu'une finale qui impliquerait l'équipe de Los Angeles serait beaucoup plus vendeuse à l'international qu'une finale qui impliquerait celle de Sacramento. Bien sûr, critiquer l'arbitrage, c'est le sport favori de beaucoup quand ils regardent du sport, mais là, au vu de la situation, on comprend que ça puisse aller au-delà et soulever des questions légitimes sur l'intégrité de la compétition. Quand Donaghy s'est emparé de l'affaire, bien sûr, il a trouvé énormément de potes du côté des fans de Sacto. Maintenant, est-ce que des erreurs d'arbitrage ont privé les Kings de finale et peut-être de titre cette année-là? Oui, ça semble indiscutable. Mais est-ce que tout ça a été vraiment savamment orchestré en coulisses par David Stern et la NBA? Peut-être, mais aujourd'hui encore, ça reste à prouver. Et donc pour conclure, l'exemple qui, on l'imagine, vous est tous venu en tête si vous avez suivi la NBA des années 2010, c'est évidemment les finales 2016 entre Cleveland et Golden State. Ces finales resteront à jamais gravées dans l'histoire de la ligue, pour l'intensité du jeu, oui, mais aussi pour les théories du complot qui en ont découlé. Tout a commencé lors d'un incident survenu lors du match 4 et qui a permis aux Warriors de prendre l'avantage 3-1 dans la série. Personne n'avait remonté un tel déficit dans toute l'histoire des finales NBA. Alors rappelez-vous, dans ce Game 4, Draymond Green ramasse une faute flagrante de type 1 pour avoir frappé LeBron James à l'aine, alors que ce dernier tentait de passer au-dessus de lui. Cette faute a entraîné une suspension pour Green lors du match 5, malgré les contestations de nombreux experts et de nombreux fans. Le joueur avait fait bien pire lors de la série précédente face à OKC, et n'avait pas été sanctionné avec tant de sévérité. C'est logiquement à partir de cet incident que les théories du complot vont commencer à se répandre. Oui, la NBA aurait orchestré la suspension de Green pour prolonger la série et ainsi augmenter les revenus générés par les diffusions télé et les ventes de billets. Vous imaginez le scénario? D'un côté, LeBron James, parti des Cavs 6 ans plus tôt, puis revenu à la maison à Cleveland, une ville qui n'a jamais gagné de titre de son histoire. En face, les Warriors des Splash Brothers, qui sortent d'une saison à 73 wins, la saison la plus victorieuse de l'histoire de la ligue, et qui mènent 3-1 en finale NBA. Pour le storytelling, quoi de mieux que d'imaginer que les Cavs remontent leur retard et finissent par s'imposer? Rien, absolument rien, et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Et pour beaucoup, si tout cela a eu lieu, c'est justement parce que la NBA a suspendu Draymond Green pour le match 5, un match qui a permis aux Cavs de revenir à 3-2 et de retrouver la confiance. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse de la justesse de cette suspension, il y a deux écoles. Il y a ceux qui affirment qu'avec l'accumulation, même si ce geste était loin d'être le plus violent qu'il ait pu commettre lors de ses playoffs, la NBA, au bout d'un moment, devait sévir. Ça se comprend. De l'autre côté, il y a ceux qui affirment que cet événement aurait dû être traité indépendamment du contexte et du passif du joueur. Et là, clairement, si tu isoles ce geste de Green de tout le reste, la suspension est plus que sévère. Vous l'imaginez, à une époque où les réseaux sociaux avaient déjà explosé, ça a fait plus que polémique cette histoire. Les deux camps s'affrontant ad nauseam à coups d'arguments plus ou moins justifiables. Il y en a sur Twitter, ils n'ont jamais arrêté d'ailleurs. Depuis 2016, ils sont là-dessus. Après le titre de 2015 et la saison record de 2016, Silver aurait eu peur que les Warriors dominent beaucoup trop et cassent l'intérêt pour la Grande Ligue en créant une dynastie trop rapidement. Résultat, l'été suivant, ils ont signé Kevin Durant et ont remporté 2 titres de plus coup sur coup, mais ça encore, c'est une autre histoire. Du coup, ce que l'on retiendra, c'est que malgré ces accusations et les spéculations incessantes, la NBA a toujours maintenu sa position, selon laquelle la suspension de Green était totalement conforme aux règles en vigueur et aux critères de sanction pour les fautes flagrantes accumulées. Adam Silver a souligné que la décision était basée sur des règles établies visant à décourager les fautes graves et à préserver l'intégrité du jeu. Ok, tu veux répondre quoi à ça? Quoi qu'il en soit, qu'elles aient été truquées ou non, ces finales restent pour beaucoup les plus folles qu'il aurait été donné de voir dans leur carrière de fan de basket. Et finalement, c'est pas à ça qu'on veut assister, c'est pas ça qu'on veut vivre. Alors oui, il y a sûrement eu des trucs pas très nets dans l'histoire de la NBA, mais sans preuve formelle, à ce jour, difficile de savoir ce qui est vraiment réel ou pas. Chacun aura son avis à ce propos. Cela dit, ces théories créent des récits intéressants, et comme on vous l'a dit en début de vidéo, on en a plein d'autres. Alors si vous voulez qu'on fasse un tome 2, là, de ces théories du complot, qui ont secoué l'histoire de la NBA, spammez les pouces bleus, et dites-le nous en commentaire. On se fera un plaisir de travailler là-dessus. Surtout que vous, de votre côté, vu que c'est très personnel, vous en avez forcément aussi des théories qu'on n'a pas abordées aujourd'hui. Alors on compte sur vous pour nous donner de l'inspiration d'ici ce tome 2 si vous voulez qu'on le fasse. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.